there. That's the tail, and these are the horns. I have a question. Why is it in these pictures, the pictures of aliens, UFO, the Yeti, Hellboy, why is it they're always out of focus? Why don't you tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense? I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bprd.centerblog.net. Ça fait longtemps que je voulais poster cette vidéo, plutôt la faire, mais bon, emploi du temps, hein. On a l'emploi du temps qu'on a, malheureusement on ne choisit pas, donc on tente de faire avec, je fais avec. Mais bon, mieux vaut tard que jamais comme on dit, et le principal c'est qu'on se retrouve tous dans la bonne humeur, dans la joie, patati patata, et avec surtout Baltimore, puisque donc nous allons parler de ceci, donc du 3e numéro sur 5, le 4e est prévu pour le 9 novembre, c'est-à-dire mercredi prochain, puisque aujourd'hui nous sommes donc vendredi, je sais même plus combien, on est vendredi, voilà, et ça sort donc mercredi, 3e numéro sur 5, donc toujours scénarisé par Mike Mignola et Christopher Golden, toujours dessiné par Ben Steinbeck, couverture toujours donc de Mike Mignola, et d'ailleurs la petite parenthèse là-dessus, couverture un petit peu faiblarde de la part de notre ami Mike, mais bon, voilà, sur 5 couvertures, il en faut au minimum une quand même. Donc alors, où avions-nous laissé Baltimore et son nouveau sidekick? Eh ben, au début, c'est pas lui qu'on nous montre, non, le début ne s'ouvre pas, le numéro ne s'ouvre pas plutôt sur Baltimore, mais sur un personnage que l'on a vu à la fin du premier volume de Baltimore en quarantaine, l'Inquisiteur, le fameux Inquisiteur psychopathe, le petit bonhomme qui se cache derrière son amour pour Dieu pour justifier ses envies de meurtre et son amour pour la torture. Donc on commence par ce gars-là qui revient donc sur les lieux du premier numéro donc, de Baltimore The Curse Bells, où il est à la poursuite de Baltimore, donc Ajus, le vampire, personnage on va dire pivot qui fait graviter, tout le monde gravite autour de lui hein, finalement, donc personnage pivot de Baltimore. Baltimore poursuit Ajus et maintenant l'Inquisiteur poursuit Baltimore, parce que même si ce personnage, ce soldat de Dieu, hein, comme je suis sûr il aimerait se faire appeler, voit que des cadavres jonchent le chemin qui le mène à Baltimore, bah, ça n'empêche qu'il voit le démon en Baltimore et que du coup bah, forcément il a envie de le tuer, hein. C'est Terminator le mec, hein, c'est programmé pour tuer, donc il va tuer, il réfléchit pas à savoir si le fait de croiser plein de vampires morts à côté, ça fait que bah, finalement ce gars là est plus un gentil qu'autre chose, ou qui peut être utile à quelque chose dans le combat que mène l'église contre les vampires. Non, on se pose pas la question, faut le tuer. Il est chauve, faut le tuer lui. Je fais jamais confiance à des chauves et à des moustachus. Encore pire, un chauve moustachu, là c'est la fin du monde. Donc, bah du coup, donc voilà, bref, il poursuit Baltimore. Donc on revient sur les lieux du premier numéro. Et du coup, bah, on recroise forcément bah, les deux personnages, les deux petits jeux d'eau que l'on avait vus dans le premier numéro, ceux qui avaient mené Baltimore à un guet-apens. Un guet-apens dont c'était admirablement bien sorti et avec beaucoup d'humour. Donc je vous renvoie à la première vidéo pour savoir ce qui s'était passé à ce moment-là. Donc voilà, on voit ces deux bonhommes, on voit l'Inquisiteur qui fait je sens quelqu'un me regarder, et là, hop, on switch sur Baltimore. En pleine, en pleine négociation musclée avec, alors je tiens encore une fois à le souligner et à le dire, avec ce qui est pour moi, même si là on n'est pas à la fin de la mini-série, on n'en est qu'au 3e numéro, ça n'empêche que je considère que c'est la meilleure idée de toute cette mini-série. Donc voilà, Baltimore aux prises avec des nonnes vampires. Donc j'ai dit encore une fois, hein, ça fait très pour moi en tout cas, film d'horreur italien des années 70, c'est vraiment savoureux, des nonnes vampires, fallait vraiment le faire. C'était assez osé, c'était assez culotté et c'est funky, voilà tout simplement, c'est funky. Donc on le voit aux prises avec des nonnes vampires, donc bataille, clac clac, coup d'épée, machin, coup de pistolet, tac tac machin. Mais bon voilà, Baltimore c'est pas Blade, c'est pas Wesley Snipes, et au bout d'un moment, eh ben, il se fait déborder et il se fait choper avec son pote Robin Moustachu,
Et donc à partir de là, donc, on entame une grosse scène de dialogue explicative, parce que oui, le gourou là, de la secte de vampires, donc habillé là en robe avec son joli collier et sa jolie moustache, que des moustachus hein, dans Baltimore. Donc on entame une grosse scène de dialogue dans lequel du coup ce personnage, donc le méchant de cette mini-série, nous explique ses motivations. Parce que bon, c'est bien sympa d'avoir un méchant, mais encore faut-il savoir pourquoi il est méchant. Pourquoi est-ce qu'il a envie de pulvériser la moitié de la planète? C'est toujours sympa à savoir pour nous lecteurs. Et juste avant ça, deuxième bonne idée, je trouve, jolie idée graphique. Juste avant qu'il nous explique donc pourquoi il est aussi méchant, hop là on le voit donc en fait jeter un hibou sur Baltimore, et ce hibou se transforme en une espèce d'énorme gorille habillé type soldat de la Première Guerre mondiale. Donc je trouve ça vraiment pas mal, c'est vraiment joli. Il est graphique. Donc le méchant fait boire une coupe de sang à une pauvre femme enceinte, parce que oui, donc j'avais pas dévoilé ce qui se passait à la fin du deuxième numéro de Baltimore. Puisque vous le savez tous, en tout cas je l'espère, si vous ne le savez pas, je vous le rappelle que le premier volume de Baltimore est sorti en français, chez Delcourt, que ça s'appelle Baltimore en quarantaine, Lord Baltimore en quarantaine plutôt. Et donc le deuxième numéro était sorti en même temps que le deuxième numéro de Curse Bells était sorti en même temps que le premier volume de Lord Baltimore en France. Et donc bon, je me suis dit bon, sur le tard, vraiment dans la vidéo, c'est à ce moment-là que je me suis dit bon, on va peut-être pas trop en dire pour pas trop gâcher l'envie que vous auriez peut-être de lire ce premier numéro. Donc voilà, donc là du coup on va rattraper notre retard, on va en parler longuement. Donc on revient sur une femme enceinte qui a été capturée par on va dire le chef des méchants dans le but de participer, ou plutôt d'être l'actrice principale d'un rituel satanique. Il lui a offert le premier rôle, c'est super sympa. Et donc ce rituel prend forme, et c'est assez dégueulasse, assez dégoûtant et assez mignolesque surtout, parce que ça fait très Hellboy la grande battue. Donc on voit un petit bras de bébé sortir du ventre de cette femme. Donc la pauvre femme, c'est très alien aussi. Forcément ça fait un petit peu alien. Même Baltimore, hein, tellement dégueulasse que même Baltimore, regardez, il arque le sourcil. Pourtant ce gars-là a vu quand même des choses pas très jojo dans sa vie. Mais même là il fait dégoûtant quand même. Hein. Et on voit, donc hop, toujours la grande battue. Une espèce de sorcière troglodyte sortir du ventre de cette pauvre femme et commencer à agresser les gens autour d'elle, dans le sens non mais c'est quoi ce bordel là, qu'est-ce que c'est, on est où là, c'est de quel droit vous m'invoquez comme ça là, vous êtes qui? Et donc on voit donc notre chef moustachu des méchants dire mais madame, c'est l'ambition qui m'a fait vous invoquer, qui m'a permis de vous invoquer, donc très respectueux quand même de la sorcière, c'est super sympa. Et à ce moment là donc il explique son histoire, il explique pourquoi est-ce qu'il a invoqué la sorcière. Et donc voilà, donc là c'est là qu'on a le fin mot de l'histoire quant à son plan diabolique. Donc comme d'habitude dans toutes les histoires de méchants, ça commence à l'adolescence où voilà, on découvre que c'était un enfant de cœur qui chantait avec une bougie dans les mains avec ses camarades, et que un jour il s'est fait, on va dire, alpinguer par un prêtre, non pas pédophile mais par un prêtre satanique, comme on peut le voir dans la dernière case. Et donc ce prêtre satanique explique à notre enfant que Satan, tout ça, machin, c'est cool, hein, et que c'est même peut-être plus rentable que d'aimer Dieu, parce qu'à la fin on est sûr d'avoir plus de choses qu'en aimant le Seigneur. Donc il lui inculque tout son savoir. À partir de là, donc notre méchant moustachu, qui n'avait pas encore la moustache à cette époque-là, commence à devenir fou. Comme par hasard, à côté de ça, il est battu par son père. Bref, vraiment une enfance de merde, hein, faut être honnête. Et donc il commence à prendre confiance en lui, il décide de tuer son père, de ne garder que sa maman, parce que oui, il aime sa maman. Normal, hein, tous les méchants, je sais pas, quelque chose d'assez spécial, hein, tous les méchants sont très très proches de leur mère, par contre le papa, non, je sais pas, c'est assez spécial, même dans ce Baltimore, ça se passe comme ça, la même mécanique. Donc à partir de là, notre gamin s'enferme vraiment dans son amour pour Satan, le diable, les démons, la sorcellerie et le tutti quanti. Malheureusement, la Première Guerre mondiale éclate, donc il s'engage dans l'armée, ou plutôt il se fait engager de force, participe au conflit et tombe sur son premier vampire en pleine bataille. Premier vampire qui sera donc, même si c'est pas vu, c'est expliqué, qui sera donc abattu, parce que oui, malheureusement, il n'était pas seul.
Je parle bien sûr de notre Gugus, il était avec son peloton, et donc le vampire se fait canarder par tous les côtés, il se fait trouver comme une passoire. Donc là, notre gars se dit, mince, j'ai vu un vampire pour la première fois de ma vie, et malheureusement, il se fait tuer sous mes yeux. Et à ce moment-là, arrive ce qu'il considère comme un miracle. Une femme, une jeune maman, va voir l'armée et explique que ces bébés, tous ces bébés ont été capturés par un démon, et qu'ils ont tous été dévorés par ce démon. Donc à ce moment-là, il se dit, ah bah ça peut être cool ça, tiens, je vais essayer de l'invoquer moi-même. Donc il vole un bébé, ouais là c'est encore assez dégueulasse là, pour vraiment montrer que ce gars était un méchant. Donc il vole le bébé, et là, regardez la beauté de cette bestiole. Regardez ça, regardez le Chara design, vraiment très très bien fait, très très bien pensé, très flippant, vraiment une magnifique créature que l'on ne voit que dans cette scène, hein. C'est que vraiment les gars se sont une inspiration, hein. Ça se trouve le truc a été dessiné en 3 secondes parce que le dessinateur a été inspiré, mais n'empêche que cette créature est vraiment magnifique, j'ai vraiment été scotché en voyant ça. Donc bref, l'autre Gugus pose un bébé dans les bois dans le but d'attirer la bestiole arrive, mange le bébé, et en fait la femme explique que cette créature est une sorte de créature légendaire dans le coin, et qu'elle a une sorte de rituel, ou plutôt on va appeler ça un tic ou un toc, hein, comme même les démons ont des tocs. Une fois qu'elle a mangé un bébé, elle a un réflexe, mais une obsession, c'est de se laver juste derrière. Elle va se laver dans une rivière, et juste avant de se laver dans cette rivière, elle enlève son œil unique, puisqu'elle n'a qu'un œil rouge, elle l'enlève, elle se met dans la rivière, mais à ce moment-là, elle est aveugle, et c'est à ce moment-là qu'elle est vulnérable. Donc c'est seulement à ce moment-là qu'on peut espérer la buter. Donc lui a compris le système, lui donne un bébé à manger, attend qu'elle aille se laver dans une rivière, et attend qu'elle retire son œil, et lui tend un piège. Donc l'emmène dans un endroit obscur, lui arrache les ailes, la torture, c'est vraiment un problème ce gars, la torture, afin que ce démon ou cette créature lui délivre tous les secrets des démons, de la sorcellerie, du paranormal, bref tout ce qu'elle sait, afin qu'elle lui inculque tout son savoir, et une fois que c'est fait, il l'achève et il mange son cœur. Et c'est à partir de là qu'il explique, donc on revient sur la scène avec la sorcière troglodyte, les notes vampires, le hibou géant et compagnie, et c'est là qu'il explique que malgré tout ce n'est qu'un homme, et qu'il n'aura jamais tous les pouvoirs que possède une créature démoniaque, et donc que c'est dans ce but-là qu'il a invoqué madame, j'ai oublié son nom d'ailleurs, je ne l'ai plus en tête, donc cette espèce de sorcière troglodyte, dans le but qu'elle fasse juste un petit truc, voilà, c'est-à-dire qu'il lui fait, je vous ai invoqué, je ne demande qu'une seule chose en retour, c'est que vous maudissiez, que vous jetiez un sort aux cloches de l'église que j'occupe. Et donc là du coup, voilà, forcément, bim bam boum, le titre de la série trouve enfin une justification, The Curse Bells. Donc voilà, il lui indique le clocher, et il lui fait, voilà, vous jetez un sort, et ce sort c'est quoi? Tout simplement, je sonne les cloches, et toutes les personnes qui entendent le son de cette cloche deviennent mes esclaves. Mes esclaves dans le but, encore une fois, un petit peu stéréotypé, de conquérir le monde, bien sûr, parce que j'ai de grands desseins pour moi-même, c'est de conquérir le monde, et pour ça il me faut une armée, voilà, il me faut des hommes. Donc voilà ce qu'il lui explique. Donc juste après on re-switch donc une deuxième fois sur l'inquisiteur, ou plutôt donc les futures victimes de l'inquisiteur, puisque nos deux personnages, donc je vous renvoie à la première vidéo pour savoir qui c'est, nos deux jeunes hommes et femmes se font poursuivre par l'inquisiteur, donc l'inquisiteur finit par mettre la main dessus, afin qu'il lui donne toutes les informations qu'il a envie d'avoir sur Baltimore, parce que oui, ces deux personnes ont vu Lord Baltimore dans le premier numéro, et donc lui il veut savoir où est Baltimore, par où il est passé, d'où il est venu, qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il a fait, machin, tout ça. Donc les deux lui donnent toutes les informations qu'il veut avoir, parce que à ce moment-là commence une scène quand même assez chaude pour eux, une scène de torture, je vous le cache pas, puisque notre inquisiteur est un fêlé, regardez, il se rase même pas, c'est vous dire à quel point il est fou. Donc voilà, il lui lance toutes les informations qu'il veut avoir, mais à ce moment-là il fait ok, c'est cool, bon, vous me dites ce que je voulais savoir, mais quand même, je vais prendre sur moi, je vais me prendre un petit peu de temps pour vous purifier. Parce que bon, on sait jamais, on peut peut-être avoir une chance d'avoir accès au paradis grâce à ça, donc je vais quand même vous torturer à mort, juste histoire de purifier vos âmes impures. Donc voilà, en plus vraiment avec un grand sourire, donc je vais mettre un petit accent sur cette case, regardez le sourire de cet enfoiré,
Allez, moi ça. Oh, mais c'est cool, mais je vais quand même vous torturer jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est pour vous que je fais ça, bien sûr. Ne me dites pas merci, surtout. Et donc, juste après, on revient sur la chouette d'Harry Potter, qui va rendre visite donc au château, enfin à la citadelle là de Baltimore. Donc on revient sur Baltimore, qui donc toujours accompagné de son sidekick, qui sert ici, on va dire, de bonne conscience. Donc voilà pourquoi est-ce que ce personnage apparaît, parce qu'à ce moment-là, je pense qu'il deviendra la bonne conscience de Baltimore, puisque Baltimore explique que il n'en a rien à foutre du village, qui est surplombé par ses cloches, parce que le méchant explique que voilà, je veux maudire ces cloches, comme ça j'essonnerai et tous les villageois donc, du village qui sont sous la citadelle vont devenir mes esclaves, donc du coup bah, ça fait autant de gens à sauver. Et donc le gars, le moustachu, explique à le sidekick de Baltimore, lui dit bah, qu'est-ce que vous allez faire pour eux. Et puis Baltimore fait moi j'en ai rien à foutre. Moi, personnellement ces mecs là je les connais pas, c'est pas la famille, c'est pas des amis, c'est personne. Je m'en fous, c'est leur problème, c'est pas le bien. Moi, il y a juste au-dessus, parce que oui, Ajus a été capturé par cette espèce de secte satanique, et qu'il est enfermé dans une cellule juste au-dessus. Et donc là, Baltimore dit moi, j'ai jamais été aussi près de ce bonhomme, donc c'est pas maintenant que je vais commencer à aller courir pour sauver la veuve et l'orphelin. Alors, je vais monter, je vais zigouiller l'autre mec, et puis après, je vais voir ce que je vais faire de ma vie. Hein. Peut-être que je vais me jeter du haut d'un pont, je sais pas, je verrai. Mais voilà, j'ai jamais été aussi près de mon but, donc c'est pas maintenant que je vais commencer à m'inquiéter, voilà, à m'inquiéter les autres. Non, les autres, je m'en fous. Et donc là, brum, on revient donc sur Ajus, qui donc est juste au-dessus, ou plutôt juste à côté. Donc Ajus qui nous sort le regard diabolique, enfin, le peu de regard qui lui reste. Et le sourire, l'air de dire la suite va être très très bien, semble-t-il nous dire avec son sourire de tombeur. Et bien moi je dis merci à Jus, et puis bah du coup bah à mercredi prochain, mercredi 9, puisque c'est ce mercredi-là, donc dans même pas 4 jours, que sortira le 4e et avant-dernier numéro de Baltimore The Curse Bells. Et moi en attendant, je vous dis à tous merci d'avoir regardé cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu, et je vous dis donc à la prochaine. Ciao tout le monde, prenez soin de vous. Ciao ciao.